politique moderne? Alors, ils ont compris ça assez tôt. Effectivement, c'est au même moment, c'est au moment de l'accession de Mussolini au pouvoir, mais c'est pas Mussolini n'est pas du tout le déclencheur d'après leur texte. Et ils parlent effectivement de fascisme pour désigner cette domination extrême dont ils sont témoins, à laquelle ils assistent et qu'ils essayent de théoriser à chaud. Mais fascisme ne désigne pas directement le fascisme italien, en fait. Il s'agit vraiment d'une désignation plus générale qui parle de la montée du national-socialisme et de tout ce qui menace la démocratie au sens large. Donc pour eux, c'est au-delà d'un seul pays, de toute façon. Voilà, et dès le départ, ils en ont le sentiment très profond, c'est ça ? Ça va s'accélérer sur ce sentiment que le fascisme n'est pas quelque chose de localisé, mais effectivement, au début, c'est à travers des grandes enquêtes. C'est déjà à travers des grandes enquêtes Dès 1936, ils lancent des enquêtes assez incroyables sur le rapport à l'autorité dans la société allemande. Ouais, en fait, bien avant, d'abord dans la société allemande, ils commencent à lancer une enquête en fait dès 1929-31, et on dit que c'est justement donc c'est une enquête sur les ouvriers et les employés à la veille du Troisième Reich. Elle a été ensuite publiée vraiment bien plus tard, en 1980, mais c'est une enquête vraiment dès qui est un peu mise en forme en 31. En fait, oui. Les questionnaires sont recueillis en 31. Et c'est une enquête qui couvre l'Allemagne, et ça aurait été, en fait, d'après les historiens des idées, ça aurait été l'élément déclencheur qui a poussé ces penseurs à, en fait, s'exiler et accélérer leur exil, puisqu'en fait, ils essayaient de réfléchir au rapport à l'autorité de la classe ouvrière en particulier et des employés, et ils voulaient essayer d'expliquer le ralliement, enfin ils ont commencé à pressentir le ralliement potentiel de la classe ouvrière au national-socialisme, et ce ralliement était en fait contradictoire du point de vue du marxisme, donc il fallait toute une armature théorique pour essayer d'expliquer pourquoi la structure psychique, l'appartenance de classe et leurs opinions politiques ne correspondaient pas. Pourquoi il pouvait y avoir des contradictions entre ces trois éléments. Donc, ce qui ébranlait un peu la conviction marxiste dans la foi du caractère révolutionnaire du prolétariat. Et en fait, ce serait notamment, ils ont lancé cette enquête à partir du constat de l'échec de la révolution prolétarienne en Allemagne, qui est donc en 1918-19, qui est un peu le vrai déclencheur de la création de l'Institut de recherche sociale en 23. Alors, ils vont partir aux États-Unis, beaucoup étaient juifs, et là-bas, ils vont reconstruire l'Institut, en quelque sorte. Et ce qui est tout à fait fascinant, c'est qu'ils vont chercher des éléments fascisants, un rapport à l'autorité, y compris aux États-Unis, pendant la guerre et après la guerre. Oui, absolument. Ils partent dès 33, ils partent contraints à l'exil, la plupart étaient juifs. Ils passent par la Suisse, par la France, par différents endroits. Ils posent des antennes dans différentes villes européennes. Et donc, avant d'aller aux États-Unis, ils essayent de poursuivre leur enquête. Donc, ça a donné une deuxième enquête en 36 qui, elle, porte sur différents pays en Europe, et qui va se focaliser sur la question de la famille et du rapport à l'autorité, dans la même visée, en fait, pour essayer de voir comment le ralliement au fascisme était favorisé, finalement. Et ils amènent tout ce matériau lors de leur exil aux États-Unis. Il y a un projet colossal qui se met en route, qui est au départ un projet sur l'antisémitisme, et qui va devenir un projet sur le national-socialisme, enfin sur le fascisme en général. Qui était au départ un projet plus spécifique lié à l'Allemagne, et qui va devenir un projet sur le fascisme et la potentialité fasciste en général, donc précisément dans le pays qui avait en quelque sorte échappé au fascisme. Les États-Unis. Ils ont d'ailleurs analysé des agitateurs, quelque chose qui pourrait apparaître comme un peu du pré-Trumpisme, si cette notion a du sens. Mais c'est vrai que, par exemple, quand on lit les travaux de Löwenthal et de Gutenberg, qui faisaient partie de l'Institut Prophets of Deceit, c'est-à-dire les prophètes du mensonge, on a l'impression de lire des choses qui valent encore pour analyser un personnage comme Trump, non ?
Oui, enfin, ce que disait tout à l'heure Antonio Scoratis sur le rapport entre fascisme et populisme, c'est quelque chose qui est tout à fait pressenti dans ces recherches de l'école de Francfort. Donc là, la recherche sur les agitateurs, c'est un aspect. En fait, ils vont essayer de saisir tous les phénomènes un peu de surface qui pourraient laisser penser que aux États-Unis, plus profondément, il y aurait aussi une menace fasciste qui passe par une menace d'une montée de l'antisémitisme et une menace de l'extension de la personnalité autoritaire. Alors c'est quoi la personnalité autoritaire? Donc Adorno a appelé l'étude par ce mot. Hein. Ouais. Il a même construit une échelle avec des critères. Hein. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Une échelle dite F qui permet de tester le rapport à l'autorité. Et quand on en est sur plusieurs critères, on correspond bien à la personnalité autoritaire. Qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est ça. En fait, la personnalité autoritaire, il y a eu plusieurs titres possibles pour cet ouvrage qui est une enquête, qui fait partie de ces études sur le préjugé plus générales, qui ont 5 tomes, dont l'un est celui sur les agitateurs fascistes que vous avez évoqué. Le titre « La personnalité autoritaire » a été retenu, mais un autre titre possible était « Le caractère fasciste ». Donc, la dimension de l'autorité est très importante, mais ce qu'il faut chercher, ce qu'il recherche, en fait, c'est de mesurer des tendances de personnalités qui seraient potentiellement fascistes et qui, si le climat culturel changeait, seraient susceptibles de basculer en fait dans le fascisme. Donc, faut dire 2 choses peut-être sur la personnalité autoritaire. Oui. D'abord que il s'agit pas d'une surpuissance ou de l'exercice d'une autorité. C'est pas simplement un chef, une personnalité autoritaire. C'est tout aussi bien tout un chacun, puisque en fait c'est la personnalité d'après laquelle on recherche l'autorité. Donc un petit peu comme dans la citation que j'ai évoquée tout à l'heure d'Antonio Scoratis. C'est une sorte de réflexion sur une structure pulsionnelle qui est marquée par un désir de soumission et qui est très lié aussi à un désir d'assujettissement d'autrui. Donc à la fois le désir de se soumettre et à la fois le désir de piétiner autrui. Et puis l'impression que le monde extérieur est en permanence un ennemi, ouais. L'envie de chef et l'envie de dominer, d'être soi-même chef, toutes ces implications, tous ces phénomènes souvent à double sens, ouais. Sont au cœur de la fameuse échelle F. Oui, donc un rapport très perturbé à la réalité. Alors 1950, c'est ça? Oui, 49, ouais, 49, c'est ça. Oui. Publié en 50. Et l'échelle F, alors donc c'est une échelle qui va essayer de saisir par différentes variables qui vont s'agencer et pour former une sorte de syndrome de personnalité. C'est une manière d'essayer de saisir ces personnalités qui seraient susceptibles de fascisme sans que on aille directement interroger, oui. Leur poser des questions sur les juifs ou sur le fascisme directement. Donc c'est des questions un petit peu détournées qui essayent d'expliquer, plus les variables sont corrélées, plus donc la personnalité autoritaire va apparaître. Donc il y a un certain nombre de variables. Oui. Comme le goût du stéréotype.